Bonjour. Alors, petite remarque déjà, je vous avoue, pas très à l'aise parce que c'est pas mon habitude de faire un exposé comme ça. Je suis plus dans la procédure d'un atelier où il y a des échanges. Là, il y aura peut-être des échanges, mais ils ne seront pas de la même manière qu'un atelier. Veuillez m'en excuser. Quand Martine m'a transmis la demande du conseil d'administration de la MALF de prendre cet exposé en main, je me suis demandé pourquoi moi. Je ne suis pas infectiologue, je suis encore moins virologue, je ne suis pas épidémiologiste non plus, même si j'ai fait quand même quelques études d'épidémiologie. Après, je me suis posé la question, et pourquoi pas moi? Oh, pas parce que je suis médecin et qu'un médecin, ça sait tout. Comme certains patients mécontents l'affirment, surtout mécontents parce que je n'ai pas la réponse à leurs problèmes de santé. Mais, de par ma profession, de par l'exercice de ma profession, j'ai peut-être été, parmi les soignants de la MALF, un de ceux qui étaient le plus en contact avec le coronavirus et surtout avec les patients atteints de Covid-19. Revenons à la chanson de Gabin que nous avons entendue. Elle nous invite, et elle m'invite, à beaucoup d'humilité. Des choses qu'on pense savoir, mais qui ne seront pas vérifiées. Et puis toujours remettre en question ce que l'on sait. C'est d'ailleurs ça le processus scientifique. D'ailleurs, cette pandémie de Covid-19 est très révélatrice dans ce domaine, parce que depuis le début de l'épidémie, beaucoup de choses ont été remises en question. Beaucoup d'affirmations se sont trouvées erronées et ont été corrigées par la suite. Et probablement, beaucoup devront l'être encore dans le futur. Cette chanson de Gabin m'interpelle aussi sur un autre point. Il dit que le bonheur, c'est d'être aimé et que de vivre intensément les moments de tendresse. Et ça, il ne faut pas l'oublier en abordant cette épidémie. Dans ce que j'ai dit, j'ai déjà employé quelques termes plus ou moins techniques. Pandémie. C'est une épidémie qui touche les 5 continents. Or, quand on regarde l'histoire, il y a eu des épidémies depuis très longtemps, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, notamment l'épidémie de peste, qui ont fait de grands ravages. Et il y a encore des expressions qui en sont restées, fuir quelqu'un comme la peste. Ça vient de là. Officiellement, la première pandémie remonte à 1968. C'était la grippe de Hong Kong qui a fait 1 million de morts. Mais il y a une autre épidémie qui n'était pas vraiment une pandémie, elle n'a pas touché les 5 continents, mais qui a été diffusée quand même largement dans le monde. C'est la grippe asiatique de 1957-1958. Elle a fait 2 millions de morts. Le coronavirus n'en est pas encore à ce chiffre. Mais ces épidémies n'étaient pas reliées de manière virale, je dirais, par les médias et les réseaux sociaux, ce qui fait que ça ne générait pas autant d'angoisse collective. J'ai parlé de coronavirus. Coronavirus, c'est tout simple, c'est un virus en couronne, parce que quand on le regarde au microscope très puissant, il a un aspect de couronne. Les virus, ce sont des micro-organismes qui sont insensibles aux antibiotiques. Conflit souvent entre patients et soignants quand le médecin ne veut pas donner un antibiotique pour une maladie virale. Le patient ne comprend pas toujours. On a très rarement des médicaments contre les virus et souvent notre seule arme efficace est le vaccin. Mais pour la Covid-19, il n'y en a pas encore. On peut tuer les virus sur les objets. On va désinfecter une table, on va désinfecter des instruments. Mais dans le corps du patient, c'est pas la même chose. Parce que le virus, c'est un micro-organisme qui vit dans les cellules du patient. Donc si on veut tuer le virus, on tue les cellules, donc on tue le patient, c'est pas ce que l'on souhaite. D'ailleurs, les gens, ne comprenant pas toujours bien les choses, ont eu des attitudes justement pour désinfecter qui ont été préjudiciables. Dans le mois de mars 2020, juste avant et au début du confinement, plus de 200 appels sont parvenus au centre antipoison français
pour relater des accidents qui sont survenus. Par exemple, des gens qui avaient utilisé de l'eau de Javel pure sur les aliments pour bien les désinfecter, pour qu'ils ne contiennent pas le coronavirus, mais ils contiennent trop de chlore, ce qui fait que c'était nocif, il y a eu des intoxications. Il y a aussi des personnes qui ont nettoyé leur masque avec des huiles essentielles. Ah, il y avait moins de virus, sûr. Mais les personnes qui ont utilisé ces masques, certaines personnes ont eu des crises d'asthme. C'était pas une bonne chose. J'ai parlé de Covid-19. Ça veut dire Corona Virus Infectious Disease 2019. Est apparu un peu plus tôt, c'est en 2003. C'est le SARS-CoV-1. Pour SARS, donc pour Severe Acute Respiratory Syndrome. Et puis CoV-1 pour Coronavirus 1. Il a donné l'épidémie de SRAS, en français, donc SRAS, qui est syndrome respiratoire aigu sévère, dont certains se rappellent sans doute. Effectivement, à l'époque, les équipes de SMUR passaient beaucoup de temps à s'habiller pour ne pas être contaminées, et aussi à désinfecter les véhicules d'intervention. Cette épidémie est quand même restée limitée au niveau géographique, surtout au sud-est de l'Asie et au Canada, et il n'y a eu que quelques cas dans les autres pays du monde. Les coronavirus ont des points communs. Ce sont des virus qui sont passés du monde animal à l'homme. Ils ont franchi la barrière des espèces. Ils ont une transmission respiratoire, on les attrape par le nez, la bouche ou les yeux. Ils ont une diffusion en dehors du foyer d'origine par les voyageurs. Et cette diffusion est fortement favorisée par les voyages en avion, par les transports aériens, qui diffusent la maladie loin et rapidement. Et ensuite, ces épidémies se transmettent, s'amplifient beaucoup par ce qu'on appelle des événements super contaminants. J'y reviendrai après. Dans ces épidémies, les hôpitaux, les services de santé, les personnels soignants jouent un rôle dans la propagation de la maladie parce qu'ils sont contaminés au contact des patients, ils ramènent la contamination dans leur famille et cette contamination diffuse encore plus loin. Parce que il n'y a pas les gestes barrières tout de suite parce qu'on n'était pas prévenu de la gravité du problème. Et puis, pour ces coronavirus, en l'absence de traitement préventif, on n'a pas de vaccin pour aucun, et en l'absence de traitement curatif, on n'a pas d'antiviral, les seules mesures que l'on peut appliquer sont les mesures barrières et l'isolement. C'est tout ce qu'on peut faire au niveau préventif. J'ai parlé de supercontamination. D'événements, en fait, ce sont des contaminations massives et elles sont liées à certains phénomènes. Enfin, certaines choses. Les liées au virus d'abord. Ça dépend de la contagiosité du virus, la virulence du virus. Est-ce que le virus est grave, dangereux? Et aussi aux mutations. Quand on commence à s'immuniser contre un virus, s'il mute, il se transforme, il change d'habit, eh bien, notre organisme ne le reconnaît pas toujours et ça relance une épidémie. C'est ce qui se passe, par exemple, avec la grippe. Chaque année, il y a des mutations, donc on n'est pas toujours immunisé. C'est lié aussi à l'hôte, au malade. Notamment son état de santé, son âge, très fréquent. Vous avez entendu parler que pour le Covid-19, les décès sont surtout chez les personnes âgées. C'est lié aussi à son système immunitaire, je dirais à son hygiène de vie aussi. Tout ça est lié. C'est même lié à l'ethnie, j'en parlerai un peu plus loin. Et enfin, c'est lié c'est aussi lié à l'environnement. Et dans cet ordre d'idées, ce qui est important pour les virus à transmission respiratoire, c'est la circulation de l'air et surtout la recirculation de l'air. On s'est rendu compte qu'avec l'air conditionné, l'air recirculait et ramenait donc les virus sur donc des gens qui étaient présents dans ces lieux clos. Et enfin, c'est lié au comportement humain. H1N1. C'est pas un coronavirus, c'est un virus de grippe. Les gouvernements européens à l'époque se sont mobilisés
qui ont tous terminé, ou en tout cas pour la plupart, à la poubelle. Et quand on a fait le bilan, la France, qui avait dépensé plus que les autres pays européens, n'avait pas de meilleurs résultats. Quelques centaines de morts seulement. Et curieusement, pas beaucoup de personnes âgées. Et de là, on en a déduit que sans doute ce virus était proche d'un virus que les plus âgés avaient connu dans leur jeunesse. Cette épidémie et la gestion de cette épidémie, avec le bilan qui montre que la France n'était pas un bon élève, si je puis dire, a entraîné nos gouvernants, les médecins aussi, les scientifiques, je dirais dans une sorte de léthargie qui fut préjudiciable pour la gestion de l'épidémie de Covid-19. Parce que la Covid-19 a en fait quelques particularités. Elle a une forte contagiosité. Vous avez entendu parler dans les médias du R0. C'est le nombre moyen de personnes qu'une personne contagieuse peut infecter. Qu'elle va infecter en moyenne. On fait des calculs, ça c'est après qu'on peut regarder ça. Pour la Covid-19, ce chiffre est situé entre 2,2 et 5,7. Ça veut dire que une personne contagieuse peut contaminer entre 2 et 6 personnes à peu près. Les 6 personnes vont contaminer entre 2 et 6 autres personnes, et vous voyez que évidemment c'est exponentiel. C'est ce qu'on observe actuellement dans cette deuxième phase épidémique. Pour la grippe, cette contagiosité, est située entre 1,5 et 3, donc de moitié inférieure. La Covid-19 est quand même aussi plus dangereuse que la grippe. Son taux de létalité, qui après étude serait d'environ 0,5%, est supérieur un peu plus de 2 fois à celui de la grippe, qui fait environ de 0,2% de décès parmi le nombre de patients grippés. 0,5% de patients atteints de Covid-19 qui meurent, ça veut dire un décès pour 200 malades. Mais ça dépend de l'âge. Le taux de létalité est plus élevé chez les personnes âgées. Ça dépend aussi de l'état de santé avant d'avoir la maladie. C'est ce qu'on vous appelle les comorbidités. On parle d'obésité, on parle de maladies cardiovasculaires, on parle de... Voilà. Et aussi une liaison avec l'ethnie. Alors évidemment, en France, on ne peut jamais répertorier les malades en fonction de leur ethnie, mais dans d'autres pays, ça se fait, c'est courant, et on se rend compte, et c'est ce qu'on vous a entendu dans les infos, que l'épidémie de coronavirus avait atteint plus de Noirs aux États-Unis. Quand vous discutez avec les responsables de services de réanimation en France, il y a, c'est vrai, une proportion plus importante de Noirs que par rapport à la proportion de Blancs. Et en comparaison avec la grippe, la létalité a fortement diminué les 2 dernières années, ce qui fait qu'on était beaucoup moins inquiet. Et quand on a vu que la Covid-19 se transmettait comme la grippe, que ça donnait les mêmes symptômes, on a pensé que c'était une simple grippe. Oui. Mais c'est 2 fois plus contagieuse et 2 fois plus mortelle, ça tue 4 fois plus de patients, eh bien c'est ce qui s'est passé, un peu plus de 30 000 décès, alors que la grippe, un an auparavant, avait fait 8 000 décès. Ça fait qu'il y a une proportion importante. Il y a encore une particularité qui est là, est différente de beaucoup d'autres maladies, c'est que la contagiosité commence 3 jours avant l'apparition des symptômes, et elle est maximale le jour avant l'apparition des symptômes. Ça veut dire que le patient qui porte le virus, il est le plus contagieux avant qu'il sache qu'il est malade. Qui complique la chose, parce que quand on détecte quelqu'un qui est malade, on le fait tester. S'il est positif, on va évidemment tester tous ceux qui sont en contact avec lui, mais dans les 3 jours qui ont précédé l'apparition des symptômes. À cela, vous rajoutez aussi ceux qui sont asymptomatiques, mais cela semble transmettre moins la maladie. Et voilà donc tout le problème
due à cette pandémie. Cette pandémie va-t-elle durer? Nul ne le sait. Mais la deuxième vague qu'on attendait pour l'hiver, parce qu'évidemment les gens sont plus proches les uns des autres, sont plus confinés dans leur famille, les distances entre personnes sont moins importantes en hiver. C'est pour ça que la virus de la grippe se transmet plus à ce moment-là. Eh bien, on a pensé que ce serait pour l'hiver. Elle a commencé fin août, même au mois de septembre, alors que le mois de septembre était bien chaud. Ça risque donc de se répéter. Qu'on aura même, certains même parlent de troisième vague. Je ne veux pas être précurseur, mais peut-être qu'il y aura une quatrième, une cinquième vague. Enfin, tout le monde commence à le penser. Pour le traitement de la maladie, je crois qu'on a peu d'espoir pour trouver des antiviraux rapidement. Un vaccin, on fonde des espoirs là-dessus. Mais que se passera-t-il si les mutations sont rapides, mutations de virus sont rapides, les vaccins resteront-ils efficaces? Et puis des enquêtes ont déjà montré qu'en France, beaucoup ne voudront pas se faire vacciner. La France aussi, elle a été championne du monde de football, mais je crois qu'elle est dans le haut, sur le podium aussi, pour les résistances aux vaccins. Je ne vais pas entrer dans le débat, je crois que c'est variable selon les vaccins, mais il y a une réflexion qui pourrait être un jour menée là-dessus. Un point positif quand même. De grands progrès étaient faits dans la prise en charge des patients en réanimation. Et là, je crois qu'on pourrait espérer qu'il y aura moins de décès. Pourquoi? On utilise les corticoïdes parce qu'on a constaté que ce n'est pas le virus qui tue le malade. Après un certain temps, les virus que l'on détecte dans notre organisme sont des virus morts, notamment quand on fait un prélèvement au bout de 15 jours et qu'on voit qu'il y a encore par PCR, on voit qu'il y a encore du virus dans nos narines. Mais chez certaines personnes, il y a ce qu'on appelle un orage immunitaire qui se déroule, c'est-à-dire une réaction exagérée du système immunitaire, et c'est lui qui tue le patient. Donc les corticoïdes, qui sont des immunosuppresseurs, quelque part, qui diminuent l'immunité, ont une efficacité démontrée. On teste aussi encore d'autres médicaments pour limiter cette infection, cette réaction immunitaire. Et puis on s'est rendu compte que des réanimations moins invasives étaient de meilleur augure que les réanimations invasives qu'on pratiquait au début. On pourrait compter sur l'immunité collective. Effectivement, quand il y a une épidémie, et ça a été pour toutes les épidémies, que ce soit la peste, même encore Ebola plus récemment, et on peut être sûr que pour Covid, ce sera toujours comme ça. Au début, il y a peu de malades, et puis ça monte, mais on n'atteint jamais 100% de la population qui est malade. Parce que certains sont résistants, on ne sait pas toujours comment, mais voilà. Et puis, après, on pense que la maladie va s'essouffler parce que les malades ne peuvent plus être infestés parce qu'ils ont une immunité collective. C'est vrai, et on peut l'espérer pour la Covid-19, mais ça prend du temps, parfois plusieurs dizaines d'années, quand on regarde les épidémies de peste au Moyen-Âge. Et puis, il y a un coût élevé en vie humaine. Et cela impliquera une solidarité dans la vaccination quand celle-ci sera disponible, si elle est disponible un jour. Se faire vacciner non pas pour se protéger soi, mais pour que la transmission soit moins importante dans la population et donc que les personnes fragiles soient moins atteintes. Enfin, quand on teste un médicament, quand on voit une attitude, il y a ce qu'on appelle l'efficacité, ce que j'appelle moi l'efficacité en laboratoire et l'efficacité dans la vie. Pour limiter la contagiosité de la maladie, je ferai la différence entre ce que j'appelle l'efficacité en laboratoire et l'efficacité dans la vie. Un exemple que tout le monde comprendra, c'est l'utilisation de la pilule contraceptive. Normalement, dans des essais bien cadrés, cette pilule est très, très, très efficace. Mais dans la vie, vous avez des patientes qui oublient de la prendre. J'ai même connu une fois un couple où un jour le madame le prenait et l'autre jour c'était monsieur. Évidemment, le taux de réussite est fortement diminué. Et dans les gestes barrières, certains sont efficaces,
Des gens vont s'y en prendre beaucoup, alors que c'est pas vraiment utile. Je pense à se passer 3 fois les mains au gel hydroalcoolique après avoir lavé les mains avec de l'eau et du savon, comme ça dans les 5 minutes. Mais ce qu'il faut, c'est que une mesure qui est proposée, elle soit admise. Et ça, c'est pas toujours évident. Parce qu'on va trouver que le masque irrite, qu'on étouffe, c'est vrai. Et pour tous ceux qui ont des lunettes, le principal problème, c'est la buée sur les lunettes. J'en sais quelque chose. Je crois qu'il serait bien aussi d'apprendre des autres. Et c'est là que l'humilité est importante. En Allemagne, il y a eu moins de décès. Tout le monde dit c'est parce qu'il y a plus de lits de réanimation. Probablement. Mais sait-on que l'Allemagne dépense moins d'argent pour la santé que la France? Alors, à réfléchir. Sait-on aussi que le Portugal, qui a moins de lits de réanimation que l'Espagne, chaque fois pour un nombre défini de patients, de population, elle a eu moins de décès que l'Espagne. Pourquoi? On ne sait pas encore. Il faut apprendre aussi des autres disciplines de la médecine. Je pense par exemple à la médecine de catastrophe où on fait du tri. On ne va pas, quand il y a un accident grave, on ne va pas commencer à réanimer tous ceux qui sont en arrêt cardio-respiratoire. On va d'abord soigner ceux qui ont une hémorragie, parce que ceux qui ont un arrêt cardio-respiratoire, de toute façon, on ne pourra pas les sauver. Et c'est ce que je viens de constater dans une maison de retraite, ici, dans mon secteur d'intervention. Beaucoup de patients, de pensionnaires sont contaminés, 80% quasiment, mais on a décidé, les médecins coordinateurs, médecins traitants, ont décidé que tout patient ne bénéficierait pas d'une hospitalisation en cas de dégradation. Parce que ces patients sont déjà au bout de la vie, ont déjà une vie très limitée, qu'on appelle GIR 1 en médecine. Voilà, il faut apprendre cela. Et puis, souvent on pense qu'avec le raisonnement, avec la science, on va convaincre les gens. Et je crois qu'il faut du relationnel. Et ça, nous le savons en tant que soignants. Une patiente que j'ai vue hier, à partir du moment où elle a appris qu'elle était positive pour la Covid-19, elle a commencé à avoir plein de symptômes. Je suis content, on a discuté, elle était d'origine africaine, on a discuté de son pays, on a aussi blagué, et elle se sentait mieux après. Ah, bien sûr, j'ai expliqué que pour son âge, il y avait très peu de risques, mais c'est surtout la relation qui a joué un rôle. Je crois qu'en tant que soignants adventistes, nous avons un plus, des plus même. L'humilité. L'apôtre Paul nous incite à considérer l'autre comme au-dessus de nous, et vice-versa. Nous sommes aussi encouragés à réfléchir, à vérifier les choses. Combien de fois ne nous a-t-on pas donné l'exemple des Béréens qui vérifiaient les dires de l'apôtre Paul? Et puis nous sommes encouragés à avoir de l'amour pour les autres. Jésus, notre soignant, notre modèle. Et puis la sérénité, la confiance dans notre Seigneur. Ce n'est pas une assurance tout risque. On peut avoir des décès. Nous avons eu un décès dans l'église tout proche de l'église adventiste du Havre. Mais c'est une espérance. Et beaucoup de malades ont besoin d'espérance. En tant que soignants adventistes, je pense que nous sommes depuis bien longtemps entraînés, éduqués dans une relation bienveillante qui mêle humilité, réflexion, amour et sérénité. Le président Macron a dit aux Français « Il y a énormément de raisons d'espérer si nous sommes lucides, collectifs, unis. » Jésus nous dit la même chose, et il y rajoute « Je suis avec vous jusqu'à la fin. »